Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Bonjour Mathis. Bonjour Sarah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Et vous êtes d'ailleurs invité à donner votre avis et à partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Thème de ce numéro, les droits LGBT dans l'Union européenne. Mathis? Oui Sarah, quelques exemples avant. Les Pays-Bas sont le premier pays à avoir autorisé le mariage homosexuel. Le Danemark a lui été le premier pays européen et même au monde à accepter que les couples homosexuels adoptent des enfants. Globalement, on le verra, les droits des personnes LGBT continuent d'avancer. Même si 43% des personnes LGBT vivant dans l'Union européenne se sont senties discriminées au moins une fois dans les 12 derniers mois, d'après l'Agence européenne des droits fondamentaux. Cette émission se veut interactive, elle a été préparée à travers un atelier radio par des collégiens, des lycéens et des étudiants, des jeunes qui sont aussi allés à votre rencontre. Vous le verrez, nos invités répondront aux questions que vous posez et puis nous relayerons aussi les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Nos invités justement dans un instant, Evelyn Regner, l'eurodéputée autrichienne et présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Irène Toléré, l'eurodéputée française et membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Rémi Gastali, président délégué de Gaylib, mouvement libéral et humaniste, associé à Mouvement Radical et cofondateur de LGBTI Liberals of Europe. Et pour commencer, nous recevons Olivier Janouix, responsable d'Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Olivier Janouix. Bonjour. Alors Olivier, je vous propose d'écouter dans un premier temps ce micro-trottoir. Raphaël, élève du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines, est allé vous demander si vous connaissez les droits des personnes LGBT. On en parle tout de suite après. Est-ce que vous savez quels sont les droits LGBT pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels, transsexuels? Qu'est-ce qui a changé pour eux? Il y a plus de... ils ont le mariage autorisé, genre les homosexuels. Et après, non, je crois pas. Pareil, je pense qu'il y en a eu, mais c'est tout petit. Par rapport, il y a eu du coup le mariage qui a été accepté dans beaucoup de pays, mais il y a encore des pays où c'est interdit et où c'est puni par la loi. Donc pareil, il y a eu des avancées, mais c'est pas des grandes avancées. Ça a commencé surtout en Hollande, je pense, avec des démonstrations que ce sont des humains qui ont les mêmes droits et les mêmes sens d'amour, mais pour autres personnes que les hétéros. Par rapport à autrefois, on est plus tolérant de nos jours, je trouve. Et aussi, le mariage, il a été autorisé aussi, légalisé. Après, c'est tout ce que je sais. Il y a eu en France, surtout le mariage entre... autrement, ouais, je pense que c'est ça, le mariage, et ils peuvent avoir quand même des enfants. Voilà. Les droits LGBT ont été en juin dernier au cœur d'un sommet européen à Bruxelles. Que s'est-il passé, Mathis ? Alors le 15 juin dernier, le Parlement hongrois a voté une loi interdisant la promotion de l'homosexualité ou du changement de sexe auprès des mineurs. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles dans les jours qui ont suivi ont dénoncé une politique contraire aux valeurs de l'Europe. Le Premier ministre néerlandais a même sommé le pays de respecter les droits LGBT ou bien de quitter l'Union. Olivier Janouix, depuis 1999, l'Union européenne a le pouvoir d'agir en cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Différentes dispositions ont été adoptées par le traité d'Amsterdam, n'est-ce pas ? Alors effectivement, et il faut bien comprendre en fait l'apport que a fait le traité d'Amsterdam en la matière, parce que le traité d'Amsterdam fait rentrer la question de l'égalité, notamment en matière, du moins l'égalité de traitement en matière d'orientation sexuelle, dans les traités européens. Donc, grosso modo, à partir de là, ce qui va se passer, alors c'est l'article 13 du traité d'Amsterdam, qui dit grosso modo le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, bon blablabla, je passe une partie de la procédure législative. Donc le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Et en fait, cet ajout va donc permettre à l'Union européenne de pouvoir
agir concrètement dans la question de l'égalité de traitement en matière d'orientation sexuelle et de pouvoir prendre des actes juridiques afin de pouvoir créer des droits, garantir des droits, protéger et protéger notamment les minorités LGBT. Et donc, par exemple, on a eu notamment le cas où en fait on va avoir l'Union européenne qui va créer des textes spécifiques et qui va aussi modifier après d'autres textes. Par exemple, en matière de textes créés, on a une première directive qui est la directive 2078-CE qui va en fait porter sur la création d'un cadre général de traitement en matière d'emploi et de travail, notamment pour les personnes LGBT, en fait, qui va avoir pour objectif en fait de commencer à les inclure, du moins de forcer les États à commencer à inclure du moins créer des stratégies positives pour pouvoir inclure les LGBT les minorités LGBT donc dans leur législation nationale, et aussi par exemple en matière de directives qui ont été modifiées. On a notamment par exemple une directive de 2006 sur la question de l'égalité de traitement, alors à la base qui était pour l'égalité homme-femme, et en fait c'est que cette directive on va la modifier et en fait on va élargir son champ d'application pour pouvoir intégrer les minorités LGBT. Donc déjà on élargit son champ d'application concernant le public qui est concerné, et on va aussi élargir son champ d'application matériel, où en fait à la base cette directive ne concernait que spécifiquement la question de la rémunération, et là on va notamment intégrer la question de l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi. Parlons d'Europe, vos questions. La suite de cette émission Parlons d'Europe à présent. Rémi Gastillier, président de Gaylib et cofondateur de LGBTI Liberals of Europe, répond aux questions que vous vous posez. Des questions relayées par Raphaël, Justine et Mathursane, des élèves du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines. Dans quel pays européen les discriminations envers les personnes LGBT sont-elles fréquentes ? Déjà, il faut savoir qu'il faut distinguer l'Union européenne du continent européen. Au sein de l'Union européenne, nous avons deux pays qui sont particulièrement problématiques, à savoir la Pologne et la Hongrie, puisque nous avons des gouvernements qui sont particulièrement LGBTI-phobes. Le gouvernement polonais va inciter à discriminer ouvertement les personnes LGBTI sur l'ensemble du territoire et vont inciter à déclarer certains territoires comme zones anti-LGBT, ce qui est un non-sens et ce qui est totalement illégal, surtout en regard du droit européen en termes de la protection des minorités. Quant à la Hongrie, qui vient de proclamer en fait l'interdiction de la publicité pour les valeurs homosexuelles, selon ce qui a été retranscrit, là pareil, nous sommes dans une pure illégalité, une pure enfreinte du droit européen et tout simplement de la dignité humaine. Ensuite, il y a des problèmes dans le reste du continent européen. Nous avons l'ONG ILGA Europe qui chaque année nous propose une carte en fait avec les pires pays, en fait un classement en fait des pays en termes de progrès des droits LGBTI, et on peut voir que chaque année la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Russie naturellement, le Bélarus sont des pays où le simple fait d'être soupçonné d'être une personne LGBTI peut signifier un danger de mort, tout simplement. Les sanctions envers les pays européens où les personnes LGBT sont victimes de discrimination sont-elles suffisantes ? Nous avons tout l'arsenal qu'il faut. Maintenant, c'est du courage politique dont nous avons besoin. En réalité, les moyens d'action sur les pays membres de l'Union européenne, ce sont des sanctions financières. Non pas en termes d'amende, mais par exemple en termes d'exiger tout simplement que l'attribution des aides européennes soit conditionné donc au strict respect de toute la dignité humaine et de toutes les minorités. Sachant que la Hongrie et la Pologne sont des très larges bénéficiaires des aides européennes, ce serait un moyen efficace pour les inciter à stopper purement et simplement toutes ces discriminations, sachant que nous avons des pays
qu'ils soient à l'intérieur de l'Union européenne ou qu'ils soient candidats à l'Union européenne, qui ont compris très rapidement que c'était largement en leur défaveur, principalement pour ces sanctions financières ou ces sanctions en termes d'aide, d'arrêter en fait toute discrimination d'ordre national ou même territorial vis-à-vis des personnes LGBTI, mais cela va de même pour n'importe quelle minorité, qu'elle soit religieuse ou ethnique par exemple. Pourquoi les personnes LGBT n'ont-elles pas les mêmes droits dans tous les pays européens ? Eh bien, en fait, c'est comme ça que le droit européen est construit. On parle d'une construction européenne et nous avons construit l'Union européenne petit à petit, d'abord sur l'économie, pour avoir une union plus politique depuis 1992. Donc aujourd'hui, il est tout à fait compatible avec le droit européen de ne pas avoir de mariage homosexuel, d'adoption homosexuelle, etc. En revanche, porter atteinte directement à l'intégrité physique des personnes LGBTI, ça c'est parfaitement interdit par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nous allons avoir certaines situations qui vont de la protection totale des personnes LGBTI à l'absence totale. Sans aller dans une répartition Est-Ouest un peu trop traditionnelle, on peut voir rien que même dans les pays occidentaux que deux pays, en l'occurrence l'Italie et la Grèce, n'ont pas de mariage, n'ont pas d'adoption pour les couples de même sexe, alors que tous les autres pays de l'ex-Europe de l'Ouest ont le mariage et l'adoption. Vous allez avoir des pays qui ont adopté une union civile à l'Est. Nous avons des pays qui vont être beaucoup plus tolérants vers les personnes trans, par exemple, et des pays qui ne le sont pas. Tout ça, du moment qu'il n'y a pas de discrimination encouragée et systématique, c'est en compatibilité avec le droit européen, hélas. Et c'est ce qu'il faut changer. Il faut véritablement que l'on puisse avoir le même droit dans toute l'Union européenne. C'est ce qu'a reconnu la Cour européenne de justice, notamment dans le cas du mariage homosexuel, puisque si vous êtes marié dans un État, vous êtes censé avoir la même protection dans un autre État, mais vous ne pouvez pas vous marier dans un État où le mariage homosexuel est interdit, par exemple. Quels sont les pays européens les plus gay-friendly, où les personnes LGBT ont le plus de droits? Donc il faut d'abord définir quels sont les critères qui font qu'un pays est gay-friendly. Ça va être d'abord le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe afin de faire famille. Ça va être pour les personnes trans, les facilités à changer son état civil et le remboursement des opérations chirurgicales et le traitement hormonal. Ça va être pour les personnes intersexes, l'interdiction des mutilations génitales dès la naissance, ou pour les enfants, pas en âge de consentir. Du coup, vous allez avoir des pays où le débat est très explicite et très avancé. Donc, par exemple, vous allez avoir des pays comme l'Allemagne où il va y avoir un débat sur est-ce que nous avons besoin d'un troisième sexe sur nos papiers d'identité ou l'absence de cette mention sur nos papiers d'identité. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un pays plus gay-friendly que l'autre. On va parler parce qu'il faut prendre la totalité des critères. Donc, il faut voir le droit, mais il faut voir aussi la société. Vous allez avoir des pays où il est parfaitement normal d'être un homme ou une femme politique LGBTI et même de diriger le pays. Actuellement, vous avez le Luxembourg qui est dirigé par un homme ouvertement homosexuel, tout comme la Belgique l'était il y a encore quelques années, et l'Islande par sa première ministre il y a quelques années encore. Vous avez toujours sur la Belgique un signal d'ouverture extraordinaire avec la première ministre trans, Petra de Sutter, qui est une ancienne députée européenne verte. Et pourquoi on peut qualifier la Belgique de pays particulièrement LGBT-friendly? C'est tout simplement parce que quand Petra de Sutter a été nommée ministre, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une opposition particulière, et on peut même dire que tout le monde s'en fichait. Non pas pour des raisons politiques, mais parce que c'est parfaitement normal. Là où en France, on a eu pour la première fois une maire ouvertement transgenre qui était élue en 2020, nous avons eu beaucoup de retours positifs, mais c'était quand même une surprise. C'est le moment où l'inclusion des personnes LGBT dans la société est parfaitement commun que vous allez avoir un État, voire parfaitement LGBT-friendly. Donc vous pouvez naturellement citer la Suède, les pays scandinaves sont particulièrement en pointe sur ces sujets-là. Une nouvelle série de questions-réponses à présent. Oui, Sarah, c'est au tour maintenant d'Evelyn Regner, l'eurodéputée autrichienne, est présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, et de Irène Toléré, l'eurodéputée française, qui est membre suppléante de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres.
Pourquoi des couples gays peuvent-ils adopter dans certains pays de l'UE et pas dans d'autres? Des évolutions sont-elles prévues? Ça, c'est une question des législations nationales. Et donc, au niveau européen, nous avons les articles 2 et 3 du traité de l'Union européenne où les principes de non-discrimination sont vraiment des valeurs européennes. Et donc, on peut faire quelque chose sur les principes en général au niveau européen, mais malheureusement pas en ce qui concerne les détails. Et donc, il y a beaucoup de législations différentes dans les pays en Europe. Alors d'abord, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre première commissaire à l'égalité qui vient de Malte, qui est le pays le plus en avance de notre Union sur le droit des LGBT. Et donc, pour la première fois de l'histoire de notre Union, nous avons une stratégie en faveur des membres des LGBTQI et notamment qui pose la question du droit des familles homoparentales. Pour être extrêmement clair, on ne peut pas dans le même temps avoir un marché unique, avoir Erasmus et dire à tous les Européens « allez, on est unis dans notre diversité et tout le monde peut circuler » et dans le même temps avoir une définition familiale qui est différente. Ça veut dire que concrètement, en ce moment, dans notre union, on peut avoir des parents hétérosexuels ou de même sexe qui ont des enfants qu'ils ont adoptés et qui, dans un pays de notre union, si cet enfant a un problème de maladie à l'école, ne vont pas avoir les mêmes droits par rapport à la gestion de la maladie ou de l'accident de leur enfant. C'est absolument inadmissible. Et justement, dans cette stratégie pour les LGBTQI, stratégie européenne, la commissaire a posé le principe d'un texte législatif majeur qui dit que quand on est parent dans un pays de notre Union, on est parent dans tous les pays de notre Union. C'est très important. Pourquoi le mariage homosexuel n'est pas reconnu dans tous les pays de l'Union européenne? Est-ce que cela peut changer? Si oui, comment? Ça peut changer parce qu'il y a des bons exemples. Voilà. En Belgique, on voit ça fonctionne bien. En Autriche, on voit ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est une sorte de positive publicité. Voilà, ça, ce sont des exemples, on doit s'y suivre et on voit ça marche bien. Donc, j'espère qu'on peut inspirer les autres pays en Europe de faire la même chose. Alors, il y a deux sujets au travers du mot mariage. Donc, le mot mariage est un mot qui peut avoir une connotation religieuse. En revanche, le fait qu'un couple se forme et ait exactement les mêmes droits face à l'impôt, face à la famille, face à l'héritage, face au droit du travail, est essentiel pour l'égalité dans notre Union. Et du coup, dans un certain nombre de pays, nous avons ce que l'on appelle le mariage pour tous, mais en fait un contrat exactement comme un mariage qui a été mis en place pour que les familles LGBTQI qui souhaitent officialiser aient exactement les mêmes droits que des familles hétérosexuelles qui officialisent. En revanche, ce n'est pas encore le cas dans tous les pays de notre Union. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avancer. Mais il faut faire avancer en sachant qu'un des freins, c'est la religion. C'est pour ça que j'ai dit mariage est peut-être pas le bon mot sur le texte, même si, à la fin, quand il s'agira de faire la fête avec les copains, ça sera la même. Pourquoi les droits parentaux des couples homosexuels ne sont-ils pas tous les mêmes dans tous les pays européens? Que peut faire l'Europe? On a culturellement, on part de points très différents. Nous avons des pays qui ont rejoint notre Union il y a moins longtemps et qui sont sortis du bloc soviétique. Être un pays qui était dans le bloc soviétique, c'était être un pays où il était complètement interdit d'aller à l'église. Il n'y a rien qui donne plus envie de faire quelque chose que ça soit complètement interdit. Donc depuis qu'ils sont sortis du bloc soviétique, ils se précipitent tous vers le fait religieux et ce fait religieux est contradictoire avec la reconnaissance de l'homosexualité ou la transsexualité ou tout simplement la sensibilité au genre. Voilà.
Donc, il faut bien se dire qu'on a des points de départ qui sont différents et donc il faut à tout prix sortir du fait religieux et venir dans le vrai sujet qui est d'abord la liberté, qui est une des valeurs fondamentales de notre union, et puis aussi la reconnaissance du fait que certains sujets peuvent être des sujets qui sont liés à la santé et non pas aux droits fondamentaux. Et ce qui est important, c'est qu'un transgenre en conversion qui a besoin de son traitement hormonal, ce traitement, il est aussi important qu'une femme qui prend la pilule. Et il n'y a pas un qui est moins ou plus, qui offre plus ou moins de droits que l'autre. C'est la liberté des Européens de pouvoir maîtriser leur corps et de vivre leur vie comme ils l'entendent. Donc c'est important qu'on débug en disant on n'est pas en train d'essayer d'avoir un monde ouest ultra-libéral qui viendrait contrer un monde est ultra-catho. On est juste en train de dire que tous unis en tant qu'Européens, on doit pouvoir accès aux mêmes droits à la santé. Les personnes LGBT sont, dans certains pays de l'UE, victimes de discrimination. Existe-t-il des moyens de pression contre ces pays pour lutter contre la haine envers les personnes LGBT ? Oui, ça c'est vraiment un grand problème, surtout en Pologne. Et il y a des moyens. Il s'agit des valeurs, de principes de l'Union européenne, de respecter tout le monde. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus d'argent d'Europe pour ces pays-là, parce qu'il s'agit des droits fondamentaux. Et j'insiste, et tout le Parlement européen insiste, que la Commission européenne a une obligation de défendre les droits fondamentaux de la communauté LGBTIQ, donc de faire des mesures. Et sinon, on va aller devant la Cour de justice en Europe. C'est-à-dire c'est une obligation européenne et nous, les parlementaires d'Europe, on insiste de faire quelque chose. Donc plus d'argent pour les pays comme la Pologne quand ils ne respectent pas les droits de LGBTIQ. L'Union européenne est devenue une zone de liberté pour les personnes LGBT. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, la déclaration, cette résolution, c'est une déclaration symbolique. Alors, j'entends des gens qui disent « ouais, les symboles, c'est facile, il n'y a que ceux qui croient qu'ils sont contents ». Oui, mais derrière un symbole, il y a des actions. Et par exemple, derrière l'Union européenne qui s'est déclarée comme zone de liberté pour les LGBTQI, nous avons un certain nombre de collectivités territoriales qui commencent à faire exactement la même chose. Et derrière, qui peuvent aligner des budgets pour lutter contre la répression dont encore dans notre Union, les membres de la communauté LGBTQI peuvent subir. Ça peut être des choses très tendues dans des pays où il y a une volonté politique de leur nuire. Il y a du harcèlement, il y a des jeunes qui quittent la Pologne, qui se sentent très très mal dans leur pays. Mais ça peut aussi être le cas en France. Pendant le confinement, nous avons des jeunes qui ont été mis à la rue par leurs parents, puisque le confinement a donné l'occasion à leurs parents de découvrir que leur enfant était gay. Et qu'ils les ont mis dehors en plein confinement. Donc c'est important que être une collectivité territoriale qui se délibère pour dire qu'elle aussi est les zones de liberté pour les LGBTQI, la collectivité territoriale, elle a des budgets qu'elle peut aligner pour en gros avoir des refuges justement pour accueillir les jeunes qui seraient victimes de violences ou jetés à la rue par leur famille ou leurs proches. Former aussi les forces de police, puisque face aux violences homophobes, quand un jeune vient porter plainte à la gendarmerie ou à la police, nous avons un déficit de formation et donc le fait de porter plainte peut être
très douloureux. Donc avoir ce que l'on appelle des rainbow desks dans toutes les gendarmeries ou les polices pour que les jeunes puissent porter plainte, ou pas les plus jeunes, ou enfin ceux qui subissent des violences homophobes. On peut aussi bien entendu, puisque c'est une compétence des régions, travailler sur les lycées ou des départements, travailler sur les collèges pour qu'il y ait des discussions avec soit des gens issus des refuges, soit des jeunes migrants qui ont quitté un pays parce qu'ils risquaient la peine de mort parce qu'ils étaient membres de la communauté LGBTQI. Et donc avoir une sensibilité au genre auprès des plus jeunes dans leur lieu de formation. Toutes ces choses-là peuvent être financées par les collectivités territoriales qui se déclarent zone de liberté pour les LGBTQI. Donc on voit qu'un symbole européen peut devenir une politique très concrète localement pour tout le monde. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur ce que fait l'Europe pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT. Merci encore une fois à Justine, Mathursan et Raphaël du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines d'avoir relayé les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et puis, vous le savez, une grande consultation citoyenne est en cours. Jusqu'au premier semestre 2022, vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. On vous rappelle l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, plateforme mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pourrez ainsi partager vos idées sur différents thèmes, changement climatique, santé, justice sociale et emploi, démocratie européenne, transformation numérique, etc. Merci Mathis. Parlons d'Europe, c'est terminé. Merci à l'équipe pour avoir préparé cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Sarah, on espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posez. Et n'oubliez pas de prolonger le débat sur nos réseaux sociaux. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.